il nous a semblé que les olives noires c'était le point commun entre tout le bassin méditerranéen et que c'était également le symbole de la conquête romane parce que où que les Romains aillent, ils plantaient des oliviers et ils les cultivaient. On a toujours l'impression que les oliviers étaient là de toute éternité, or c'est les Romains qui les ont plantés. Et comme on va voyager dans tout le bassin méditerranéen, c'était pas mal comme titre. Derrière ça, il y a deux envies. Il y a d'un côté l'envie de renouer avec les récits d'enfance du type de l'île au trésor et de retrouver un récit initiatique où un enfant est plongé brutalement dans un monde d'adultes avec des personnages à la fois fascinants et qui prennent le contre-pied de ce que fait un éducateur traditionnellement. De la même façon qu'il peut y avoir Long John Silver dans l'île au trésor, nous on va avoir ici une espèce de doctrinaire religieux très violent et très dur qui va se trouver formant un duo avec l'enfant. Et de l'autre côté, il y a ce quotidien juif et cette vie juive au quotidien que finalement le lecteur non juif connaît sans doute peu parce qu'on connaît sur le judaïsme certains clichés et certaines idiosyncrasies que le cinéma se plaît à reproduire de Rabbi Jacob à la vérité si je mens, mais le quotidien de la vie juive, ce que ça implique comme vision du monde et comme ritualisation, c'est quelque chose qui est pas forcément donné au spectateur. Et on va petit à petit rentrer d'un côté dans la spécificité de la vie juive et de l'autre côté dans ce qu'elle peut avoir d'universel, parce que ça montre des familles, ça montre des gens, ça montre une population parmi laquelle il y a son lot d'imbéciles et de gens intelligents, et on va, au bout d'un moment, on oublie que c'est des juifs et on se retrouve avec des gens. Il m'est arrivé de parler du judaïsme sous l'angle ésotérique et mystique. Là, il était question de le faire d'une manière plus quotidienne et plus proche des personnages et plus proche du sol. Tout le récit a été écrit dans un sens d'actualisation. On n'a pas cherché de manière artificielle à actualiser les personnages, mais par exemple, quand la chiourme romaine emploie un langage argotique, plutôt que de chercher un argot d'il y a 2000 ans que personne connaît, on a employé l'argot contemporain. Le travail d'un historien, c'est de déterminer la spécificité de chaque époque et de montrer à quel point chaque époque est différente des autres. Or nous, on postule le fait que les époques sont toutes semblables et que si tu changes les costumes et si tu enlèves les spécificités sociales et ethniques, il reste des hommes, des femmes, des enfants qui vivent à peu près de la même façon. Et cette façon de raconter des histoires d'amour, de raconter des histoires de famille et des choses comme ça, c'est une façon de créer une proximité avec les personnages. Et de même qu'on introduit une grande diversité de langage, il y a des personnages qui s'expriment bien, d'autres qui s'expriment mal, les gosses parlent comme des gosses, les adultes comme des adultes, tout ça pour qu'au bout d'un moment, dans cette fresque historique, il y ait quelque chose qui relève plus de la nouvelle vague que de Ben Hur. Et ça, je ne sais pas si ça existe au cinéma, mais en tout cas en bande dessinée, ça me semble un petit peu nouveau. D'abord, il y a un puissant désir de changer, effectivement, pratiquement à chaque album derrière ça, parce qu'un album, c'est un peu long et harassant à faire, donc quand on en sort, on a envie de faire autre chose. Et bon, là, il y a un autre problème qui se pose à moi, c'est que je rentre dans une logique de série, ce que j'ai, pour ainsi dire, jamais fait jusqu'ici. Enfin, il se trouve qu'en même temps, en tout cas, je lance un certain nombre de séries. Je pense pas que je m'interdirais pour autant de changer de façon de dessiner à mesure que les albums s'accumuleront. Je crois qu'il faut que nos dessins vieillissent et évoluent avec nous. Donc cet album, effectivement, il correspond à un désir d'une certaine simplicité. Mon trait était simple dans les albums précédents, mais dans le Capitaine Écarlate, par exemple, ou dans La Guerre d'Alan, mais il y a une certaine chimie qui est le masque, qui est la façon dont je travaille, la vie, etc. Là, j'ai voulu qu'il soit plus nu, donc j'ai pris une plume, tout simplement, que j'ai trempée dans l'encre, puis je dessine à la plume. Donc là, en l'occurrence, j'ai pas voulu d'une technique qui puisse retarder la réalisation. J'ai voulu pratiquement à chaque planche, crayonné et ancrage se fassent, pour ainsi dire, dans le même mouvement, et de manière à rester vraiment très très proche des personnages. À chaque fois, ça correspond à des désirs de faire quelque chose que je me donne grosso modo l'impression de ne pas avoir fait jusque-là, alors qu'effectivement, bon, évidemment, des dessins à la plume, j'en ai fait. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup en bande dessinée, c'est le rythme de la lecture. Cette espèce de croix qu'il y a dans toutes nos pages, elle rythme tout. Moi, j'ai appris ça chez Pratt, j'ai appris ça chez Burnett. Le but, c'est pas de faire des prouesses, c'est pas de faire un tour de force, c'est de raconter de la manière la plus évidente. Et on se dit que si le cadre est toujours identique, et on a pu le constater, au bout de 2 pages, on oublie le cadre. Tandis que quand on lit une histoire où la mise en page part dans tous les sens, on est toujours obligé de se rappeler qu'on lit une bande dessinée. Et moi, je voudrais que ce soit vraiment une histoire et qu'on ne soit pas dans des codes forcément spécifiquement BD. Plus on simplifie les rythmes, plus on se rend compte qu'il est farci d'exigences et qu'il est sous-tendu par une logique, une mathématique, quelque chose qui doit... Il y a des points d'orgue à respecter, sachant qu'en règle générale, ce qui nous intéresse, nous, beaucoup plus, c'est plutôt la mise en scène que la mise en page. La mise en page, on la résout, si j'ose dire, d'emblée, pour pouvoir s'intéresser à des choses qui se passent à l'intérieur des cases,